Le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. On parle auto et saucisson ce matin. Salut l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence. Vous allez bien? Et bonjour à tous les auditeurs, les auditrices et les auditeurs. Exactement, nous sommes descendus de nos montagnes après le fameux trophée Andros. Alors pourquoi est-ce que j'ai un saucisson dans la main? On va tout de suite vous expliquer pourquoi, juste avant de parler du sommaire de ce rendez-vous. C'est qu'on vous l'avait annoncé depuis le début de l'année. Nous allons vous accueillir, vous qui aimez l'émission, vous qui avez envie de venir passer 2 heures en notre compagnie, vous qui écoutez Sud Radio régulièrement. Nous vous accueillons dans On parle auto et nous avons notre premier invité à ce sujet, l'ami Jean-Luc. Oui, il est avec nous, Christophe. Il est venu de Lyon exprès pour l'émission. Il a pris le TGV ce matin, il est avec nous. Bonjour Christophe. Bonjour Ouais. Christophe. En plus, c'est un pro, il est ingénieur dans l'automobile, donc je suis tranquille. S'il y a une question à laquelle je peux pas répondre, il va bosser à ma place. Un mot Christophe, vous écoutez Jean-Luc depuis des années, vous êtes arrivé avec des saucissons en cadeau magnifiques et surtout vous avez dit à Jean-Luc quelque chose tout à l'heure en antenne en disant ça fait plus de 10 ans que je vous écoute, jamais vous n'avez dit de bêtises pour ne pas dire... Si, il a dit que j'en avais dit des petites quand même. Non, c'est vrai, il faut reconnaître qu'en 10 ans, j'aurais peut-être une fois repris Jean-Luc, mais honnêtement, chapeau, et les auditeurs ont beaucoup de chance de l'avoir. En tout cas, merci d'être là. Vous êtes arrivé ce matin, vous avez pris le train exprès pour venir nous rejoindre sur Sud Radio dans On parle auto. Et de la gare de Lyon, vous avez marché jusqu'au studio de Sud Radio par les quais de Paris. Voilà, belle découverte. Eh oui, et peu de monde sur la route et très agréable, Paris très agréable. Et ouais, Paris à pied est très agréable, parce que Paris en voiture, aïe aïe aïe. Voilà. Bon, alors nous, pour revenir au sommaire, on va parler Deutsche Qualität. Non, encore. On aura François A de Paris qui nous parlera. Figurez-vous que le 28 janvier 1938, il y a une Mercedes de record, une W125 qui a réussi sur l'autoroute entre Francfort et Darmstadt à rouler à 432,7 km/h, un record qui n'a été battu que 75 ans plus tard. Et comme aujourd'hui on est le 28 janvier, on va parler de ça, ça sera dans notre rubrique classique. Voilà, exactement. On parlera aussi vitesse avec les trottinettes. Oui, mais pas tout de suite. On va en parler tout de suite, donc on va pas développer tout de suite. Vous savez que ça roule jusqu'à 120 km/h. Oui, parce que c'est débridé. On va parler aussi de l'Europe qui pourrait mettre fin à sa dépendance aux cellules Batrillion chinoises d'ici 2027. On les ferait sur le territoire. Oui, on parlera de ça avec un fabricant français, puisqu'il y a des fabricants français qui vont fabriquer bientôt les cellules en France. Ça s'appelle Vercor. Et on vous expliquera pourquoi on parle de Vercor aujourd'hui. Et puis on parlera c'est lié aussi, à la semaine dernière. Bien sûr, de pneus. On parlera des secrets de Toyota pour traverser la crise actuellement. On aura avec nous le PDG de Toyota France. Est-ce que vous savez que la voiture la plus produite en France est japonaise? La petite Yaris? Alors c'est la Yaris Cross désormais. Ouais, elle est top. Hein. Ouais. Ceci étant dit, ils ont fait très fort. Bon, allez, et puis l'essai de la semaine, ça sera une Citroën, ça sera la IC4X. Très bien. Mais vous avez des choses pas très sympas à dire dessus, mais on n'en dit pas plus pour l'instant. Allez, c'est parti avec notre troisième co-animateur de la journée, évidemment, en direct sur Sud Radio, Christophe, qui nous a rejoint et qui fait le premier, du coup, auditeur à venir passer l'émission avec nous en direct dans le studio. Et puis vous pouvez bien sûr continuer de nous retrouver et d'intervenir sur la page Facebook de Sud Radio où vous nous suivez en direct. Vous voulez participer à notre rendez-vous 0826 300 300 directement avec Jordan qui vous accueille au standard. Bastien réalise cette émission et vous pouvez nous écrire également je participe @Sud Radio en mettant bien On parle auto dans l'objet. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Dans l'objet du mail, bien sûr. Que faire pour limiter vraiment le débridage des trottinettes? C'est un gros sujet, évidemment. Jocelyne Loumetto, déléguée générale de la Fédération... Pardon. Jocelyn, moi je vais féminiser tout le monde aujourd'hui. Jocelyn Loumetto, déléguée générale de la Fédération des professionnels de la micromobilité. Bonjour Jocelyn. Bonjour Jocelyn. Bonjour. Alors qu'est-ce que c'est que cette fédération déjà? Parce que moi j'en avais jamais entendu parler avant qu'on prépare cette émission, l'ami Jean-Luc. Ah, c'est bien dommage. Parce que nous sommes aujourd'hui la seule fédération réellement organisée en Europe, je dirais même, dont l'objectif est d'accompagner le développement de l'usage de toutes ces nouvelles mobilités, donc tout ce qu'on appelle EDPM, engins de déplacement personnel motorisés, parmi lesquels on compte évidemment les trottinettes qui représentent plus de 80% du marché.
Les trottinettes électriques. Bon, l'année dernière, je résume rapidement, 22 morts en 2022, 459 blessés. Il y en avait 323 en 2020. Donc, il y a une augmentation assez exponentielle du nombre de blessés sur la route. Il y a aussi une augmentation exponentielle du nombre de trottinettes électriques en France. Combien ? Fortement. Là, sur 2022, on n'a pas encore verrouillé les chiffres, puisque là, on va commencer justement à les collecter et les verrouiller. Mais rien que sur 2021, on avait près de 900 000 trottinettes électriques vendues. Là, je suis que sur les trottinettes électriques, je ne parle pas du reste. Donc, on avait plus 42% d'augmentation en termes de volume de vente. Donc, on a évidemment une augmentation exponentielle de l'usage, du nombre d'usagers des engins sur la route. Et consécutif à ça, évidemment, on a une augmentation de l'accidentologie qui est, on va dire, malheureux, mais logique. On a eu encore un mort à Marseille, un trentenaire, hein, c'était ce jeudi. Exactement. On a en fait, c'est évident que, étant donné que c'est nouveau, tout est spectaculaire et c'est normal. Mais il faut voir que si proportionnellement au volume, simplement pas seulement au volume d'engins, mais au volume kilométrique parcouru et autres, la trottinette électrique n'est pas l'engin, n'est pas aujourd'hui le nouveau diable de la route. Oui. Alors, il n'y a pas le nouveau diable de la route, sauf dans certaines agglomérations. Alors, on va faire le distinguo entre les trottinettes en free floating, donc en libre accès, où là, les utilisateurs font vraiment n'importe quoi, ils roulent sur les trottoirs. Moi, j'en ai vu à contresens sur des grandes avenues, j'en ai même vu 3 sur une trottinette alors que c'est interdit. Alors, dont avec des enfants. Entre ces gens-là, donc, qui ont des trottinettes, là, pour le coup, limitées par le constructeur à 25 km/h, et les trottinettes vendues aux particuliers, vous allez nous dire ce que ça représente un cas dans un cas comme dans l'autre, qui eux sont capables de rouler. Alors j'ai été effaré, j'ai vu sur alors c'est le site de la Fnac, je vais les citer, j'ai vu qu'il y a une trottinette qui est vendue pour une vitesse maxi de 120 km/h, c'est complètement dingue. Oui, ça peut monter. Aujourd'hui, moi j'ai une référence qui annonce 135 km/h. Sur les modèles existants, il y a à peu près une vingtaine de modèles qui annoncent plus de 100 km/h. Mais c'est quand même alors, parce que donc c'est interdit, Jocelyn, on est d'accord, c'est 25 km/h d'après la réglementation. Exactement. En fait, il faut vraiment, c'est pour ça que c'est pas pour dédouaner là de la Fnac, mais c'est interdit d'usage sur l'espace public, mais ça ne veut pas dire que c'est interdit de vente, parce que vous pouvez très bien avoir une utilisation récréative sur l'espace privé. L'exemple que je prends toujours, c'est pour les motocross. Motocross, vous n'avez pas le droit d'être avec ça dans la rue, mais on a le droit de les acheter, effectivement. La seule différence, Jocelyn, vous qui êtes Monsieur Loumeto, délégué général de la Fédération des professionnels de la micromobilité, c'est que quand on a une motocross, on est protégé. C'est-à-dire qu'on a un motard, donc on a un casque, on a ce qu'il faut pour se protéger. En général, ceux qui roulent avec des motocross sur la voie publique, ils n'ont pas d'équipement, ils n'ont pas de bottes, ils n'ont pas de casque, ils n'ont rien. Je ne parle pas de ça, c'est-à-dire que les vrais motards vont se protéger. Oui, non, mais évidemment. Attends, laisse-moi finir. Alors que les trottinettes à 120 km/h, tu peux y aller. Eh ben oui, mais il devrait y avoir des obligations de protection. Oui, il devrait y avoir des obligations de progression, mais aujourd'hui, en fait, la vraie question, c'est que ces trottinettes-là, officiellement, elles n'existent pas sur l'espace public. Donc, on ne peut pas leur mettre des obligations de protection, alors même que le législateur ne les reconnaît pas. Mais en réalité, là encore, c'est pas pour les dédouaner, mais c'est pas sur ce genre de profil qu'on a le plus de problèmes d'équipement. Parce qu'en général, ceux qui sont sur des grosses trottes, c'est plus des gens qui ont des caractéristiques de motards. Donc en général, ils sont suréquipés, ils s'équipent comme des motards avec le casque intégral, avec les dorsales. Et donc, c'est pas vraiment sur eux que se posera le problème. Réellement, la problématique de l'accidentologie, ça va plus se poser avec des utilisateurs, des nouveaux usagers, des utilisateurs one-shot, des gens qui vont aller dans une petite surface pour aller acheter une trottinette à 250 € et il sort avec dans la rue et il n'a jamais appris à en faire. Alors que les utilisateurs de grosses trottes, très souvent, c'est des communautés assez spécifiques, des gens qui ont un usage très, on va dire, très geek de leur engin. Et effectivement, les accidents, ça peut être spectaculaire quand on est à 70-80 km/h, mais c'est pas ceux sur lesquels on va avoir le plus d'inquiétude. D'autant que c'est dans des petites communautés quand même. Ça reste moins d'1% du marché. Jocelyn, dans les trottinettes vendues, alors on parle des trottinettes vendues, on parle pas des trottinettes louées. Quelle peut être la proportion d'engins qui sont débridés ? Déjà, première question. Déjà, le terme débridé n'est pas le bon. C'est pas la bonne question, parce que si vous me dites combien de trottinettes débridées, je pourrais pas vous le dire, puisque intrinsèquement le débridage, c'est modifier les caractéristiques techniques d'un engin par rapport à quand vous l'avez acheté. Combien sont capables de rouler à plus de 25 km/h ? La grande majorité, on est d'accord.
Non, oui, on va dire que c'est aujourd'hui sur les chiffres que j'ai, je vous parlerai plutôt en termes du nombre de modèles. Le nombre de modèles qui peuvent aller plus haut, c'est effectivement, il y a plus d'une centaine de modèles qui pourraient aller plus de 100 km/h. Est-ce qu'ils sont équipés pour aller plus vite? Est-ce qu'il y a des freins suffisamment dimensionnés? En général, oui. En général, quand même, les grosses trottes, ce que nous on appelle les grosses trottes. Et en fait, c'est plus dangereux pour moi de prendre les grosses trottinettes. C'est plus dangereux pour moi d'avoir justement une trottinette qui a été conçue pour aller à 20-25 km/h, que l'on débride. Oui. Plutôt qu'une trottinette qui intrinsèquement est construite. Vous savez, c'est des trottinettes qui ont des freinages à disque, des freins à tambour, c'est conçu pour, avec des roues 12 pouces, plus de 12 pouces parfois, et qui peuvent monter assez facilement parce qu'elles sont conçues pour, elles sont testées pour. Elles n'ont pas le droit d'être dans la rue, mais elles sont conçues pour aller à des vitesses très, très importantes. Par contre, celui qui va acheter sa petite trottinette dans une grande surface, 200, 300 euros, et qui va la débrider pour le coup, alors que sur cette trotte, il a à peine un frein électrique, qui n'est même pas un frein, mais qui va... Oui, qui est un ralentisseur, quoi, voilà. On est d'accord, c'est dangereux. Donc, on sait que ça existe. Est-ce qu'il ne faut pas légiférer ou réglementer l'usage des trottinettes? En Allemagne, les trottinettes sont immatriculées, ça éviterait déjà que les gens fassent n'importe quoi. Et puis, vous nous parliez tout à l'heure, vous disiez, sur les trottinettes rapides, c'est souvent des motards. Pourquoi ne pas imposer un permis pour les engins qui sont capables de rouler au-delà de 80 km/h ou même de 50 km/h d'abord comme un cyclomoteur immatriculation et ensuite permis pour les modèles les plus puissants. Parce qu'on va être honnête, Jocelyn Louméto, à notre époque, enfin notre génération, on débridait déjà les mobylettes, on a toujours débridé le moteur. L'humain est fait ainsi. Donc je ne pense pas qu'on réussisse. Plus vite. Bah oui. En fait, nous, là, je parle du point de vue de la fédération. À l'époque, quand on discutait réglementation avec les autorités, on avait proposé 2 catégories. Une catégorie moins de 25 pour le tout venant, où on a des gens qui font de l'intermodalité, où ça va très bien. Cette catégorie qui existe aujourd'hui, elle est très très bien. Et on avait proposé une autre catégorie, moins de 45 km/h, un peu comme le scooter 50 cc. Parce qu'il y a des gens qui font des plus longues distances, qui sont parfois hors agglomération, qui ont besoin de rejoindre. Et ceux-là, on a besoin, et ces gens-là sont conçus pour. Mais hors agglomération, on n'a pas le droit de rouler en trottinette sur une départementale. Justement, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, le législateur a considéré que 25 km/h, étant donné que c'est bridé à 26 km/h, ça pourrait être dangereux pour les utilisateurs d'être, par exemple, sur une départementale. Mais dans ce cas, si on avait cette catégorie 45, ça réglerait le problème. Là, pour le coup, on avait demandé âge minimum 16 ans, permis, casque et tout ça. Et bien sûr, ça aurait été assimilé au cyclomoteur. Ça n'a pas été validé. Au-dessus de 45 km/h, clairement, pour nous, en tout cas fédération, on considère que c'est plus de la micromobilité. Donc, on discute pas de ce genre d'engin. C'est pas dans notre escarcelle. Après, d'autres fédérations pourraient s'en emparer et proposer des choses techniques. Nous, on considère que c'est le moins de 25 et le moins de 45, ça a du sens. D'accord, donc il faudrait, on est d'accord, on va être d'accord sur ça, Jocelyn, aujourd'hui c'est du grand n'importe quoi, il faudrait réglementer ça ou sinon on va arriver à l'interdiction pure et simple comme certaines communes veulent le faire. Et donc, puis de toute façon, pour conclure, Jocelyn, rapidement. Oui, en fait le problème c'est toujours ça, c'est on constate, on se plaint, on n'accompagne pas. Et après, au bout d'un moment, quand on a l'impression que le vase déborde, on dit, écoute, on arrête tout, ce sont des fous. Oui, mais accompagner, c'est quelque chose de nouveau. On a des gens qui sont capables de proposer des choses techniques, des limitations techniques, mais il faut avoir la volonté de le faire. Déjà. Et puis après, Jocelyn, c'est aussi chacun. Le problème, il est là, c'est que il y a aussi la responsabilité de chacun. Stéphane nous dit sur la page Facebook de Sud Radio, il y a des crash tests de trottineurs pour voir si le traumatisme engendré pour les secours. C'est aussi nouveau côté procédure. Il y a pas mal de réactions. Est-ce qu'on mettrait pas une boîte noire dans toutes les trottinettes en cas d'accident? Voilà, vous êtes nombreux également à nous rejoindre sur la page Facebook de Sud Radio. Allez, on continue. Dans quelques instants, vous avez la parole, puisque vous le savez, vous pouvez poser toutes vos questions au 0826 300 300. Merci beaucoup, Jocelyn Louméto, délégué général de la Fédération des professionnels de la micromobilité, d'être intervenu sur Sud Radio ce matin. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Roule, le club automobile ouvert à tous, présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Dans quelques minutes, ce sera l'essai de la semaine avec la Citroën
C4X. Mais tout de suite, le moment qui vous est consacré avec vos questions en direct dans On parle auto sur Sud Radio. C'est Olivier que l'on accueille. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. 0826 300 300 pour faire comme Olivier et nous appeler. On vous écoute Olivier. Eh bien, voilà mon problème. J'ai acheté un Kuga neuf, un éthanol E85, le 28-10-2019. Il totalise à ce jour 77 000 km. Et je suis tombé en panne début de semaine dernière. C'est-à-dire que le véhicule n'avait plus de puissance. J'ai réussi à rentrer chez moi. J'arrivais à me maintenir à peu près 80 km. Il en a déjà pas beaucoup d'origine, ce modèle-là. Donc, bon, non, je plaisante. Hein. Allez-y, on vous écoute, Olivier. Donc, il n'y avait plus de puissance du tout. Voilà. Et il se trouve que le lendemain, j'avais une révision de prévu, un rendez-vous chez mon concessionnaire, chez qui j'ai acheté le véhicule neuf. Donc, à 10h, je les ai appelés la veille pour leur signaler que j'avais un problème, j'avais une panne apparente. Si je pouvais leur amener un petit peu plus tôt pour qu'ils jettent un œil avant la révision. Ce à quoi on m'a répondu, pas de souci, vous me l'amenez dès 8h. Donc, je leur ai amené le véhicule à 8h. Et n'ayant pas de nouvelles, je les ai rappelés à 17h quand même. Et puis, là, on m'annonce par téléphone, écoutez, monsieur, votre moteur est à remplacer. Wow. Je dis... Oui, effectivement. Je dis pardon. Oui, le moteur faut le remplacer parce qu'il y a une pièce qui a rendu l'âme entre la pompe haute pression qui est entraînée par l'arbre à cam et l'arbre à cam. Et ça a usiné l'arbre à cam. Donc votre moteur est hors service puisqu'il y a eu du métal, de la limaille dans tout le moteur. Et je vous envoie le devis. Il y en a pour 11 980 €. Voilà, donc le véhicule n'est plus sous garantie. Hein. Oui, on commence bien l'année 2023. Donc le véhicule n'est plus sous garantie. Il a 3 ans et 3 mois. Et je demande donc une participation de Ford à mon concessionnaire qui fait la démarche et qui me rappelle 3 jours après pour me dire écoutez. J'ai eu une première réponse qui ne me satisfait pas. Je dis, écoutez... Oui, allez-y, dites-moi, oui. On prend rien, Ford ne prend rien en charge. D'accord. Donc tout est pour vous. Donc je lui manifeste un petit peu mon mécontentement, sachant que tous les entretiens ont été faits en temps, en heure. Il m'a même précisé que je devançais les échéances. Et donc il me dit, je relance Ford. Donc 2 jours après, il me rappelle... et il me dit, écoutez, on a réussi à avoir 40% de la part du constructeur. Bon, alors ça, c'est le début de la négo. Parce que, alors, dans votre cas, déjà, ce moteur 1,5 litre, c'est un moteur fiable. C'est un moteur qui est assez ancien, qui n'est pas réputé pour avoir ce genre de panne. Donc, c'est vraiment un défaut sur votre véhicule à vous. C'est pas lié non plus à l'usage de l'éthanol, je pense pas. Hein. Donc, on est typiquement dans ce qu'on appelle... la garantie légale des vis cachées. Votre garantie commerciale est dépassée. Oui. Mais jusqu'à 5 ans, voilà, jusqu'à 5 ans, vous avez cette garantie-là. Alors, 2024, que Ford vous ait proposé, parce que c'est vrai que si votre concessionnaire vous aide, c'est déjà bien. Que Ford vous ait proposé 40%, on va dire que c'était le minimum syndical, puisqu'ils savent très bien que ce défaut, s'il y a une expertise, ils seront obligés. C'est pour eux. Oui, exactement. Donc, ils vous ont proposé 40%. C'est le début de la négo, c'est le départ. Eux, ils vous disent 40%. Moi, je vous dis, vous allez leur dire 100%. Parce que on est dans la garantie légale des vis cachées. Vous allez rentrer dans une négociation. Il faut donc pas lâcher. Alors, pour tout vous dire, moi, j'ai eu Ford. Quand vous avez envoyé votre message, j'ai appelé chez Ford. Ils m'ont dit, on a vérifié, effectivement, au vu du carnet d'entretien, etc., vu qu'on n'est plus dans la garantie commerciale, on accorde, ils m'ont présenté ça, genre, on lui fait une fleur en lui accordant 40%. Bon, évidemment, c'est pas une fleur. Ils doivent prendre 100%. D'accord. Votre véhicule a peu de kilomètres. Il a 3 ans et 3 mois. C'est clair. Ce genre de panne avec le moteur. Alors, je suis quand même très étonné qu'il vous change tout le moteur pour une rupture d'arbre à cam. Parce que là... En fait, ils expliquent ça par le fait que l'arbre à cam a été usiné par la pièce qui se trouve entre la pompe haute pression et l'arbre à cam. C'est elle qui a cédé. En fait, c'est une pièce à 28 €. Hein. Et donc, ils expliquent ça comme ça. En fait, il y a du métal dans tout votre moteur, donc nous on remplace. On ne change pas ces pièces-là. On ne détaille pas les arbres à cam chez Ford. D'accord.
Bon, j'imagine, il y a Christophe qui est avec nous là, et ça doit le faire rigoler parce que lui, il a vendu des camions pendant des années. Si sur les camions, on changeait un moteur à chaque fois qu'il y a un arbre à cam qui est cassé. C'est clair. Je rappelle que Christophe est notre premier auditeur invité dans l'émission. Alors, Olivier, on va pas lâcher l'affaire. Est-ce qu'il faut un expert? Je vais vous aider. On va d'abord, avant d'arriver à l'expertise contradictoire, judiciaire, c'est un truc, ça va prendre 2 ans. Hein, donc, clair. on va déjà essayer de voir avec Ford. Bon, ils sont à 40%. Hein, on va mettre la barre. Jean-Luc, je vous précise que mon concessionnaire, à ça, lui, rajoute 10%. Donc on est à 50%. D'accord. Okay. Donc on est à 50%. Bah, il reste que 50% du boulot à faire. Bah voilà, on va faire la moitié du trajet. On va faire la moitié du trajet. Alors moi, je vais pousser de mon côté. Hein. Je les aurai évidemment lundi au téléphone suite à l'émission. Et puis on va essayer de... Alors on aura... Je vous le dis honnêtement, on n'aura pas 100%, mais moi je vise au moins 80. Mais si vous faites même 90, c'est le concessionnaire 10, ça fera 100 pour Olivier. Bon, après, vous repartez avec un moteur neuf quand même. Donc c'est ce à quoi je m'attendais un peu. Hein. 70-80%, je m'attendais pas. En tout cas, on vous tient au courant. C'est ce qu'on va viser, mais on va dire 100% pour commencer. Voilà. Et vous avez trouvé votre avocat spécial réparation de voitures avec Jean-Luc Moreau dans On parle auto sur Sud Radio. Olivier, vous habitez où, vous ? Moi, j'habite à côté de Nantes, au niveau d'Ancenis. On écoute Sud Radio, soit sur Internet, soit sur l'application que vous pouvez installer sur votre téléphone. On vous embrasse, on vous souhaite un bon week-end, Olivier. Puis je pense, mon petit doigt me dit qu'on entendra encore parler de vous avec l'ami Jean-Luc. Je vous remercie beaucoup tous les deux. De rien. Merci Olivier, à bientôt. Merci, au revoir. À bientôt. Allez, à suivre après la pause, l'essai de la semaine. Et l'ami Jean-Luc va prendre le volant de la Citroën IC4X. À tout de suite sur Sud Radio. Motors, agissez pour la planète en roulant au super-éthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et avant de prendre le volant avec l'ami Jean-Luc, vous le savez, on a instauré tous les deux un rendez-vous qu'on avait vraiment envie de partager avec vous, vous qui écoutez On parle auto régulièrement sur Sud Radio. Vous nous écrivez si vous voulez participer à une émission. Je participe @sudradio.fr. Vous mettez On parle auto dans l'objet, toutes vos coordonnées en disant je veux venir avec vous en studio. Et on vous rappelle, c'est ce qui a été le cas d'ailleurs ce matin pour Christophe qui nous arrive de Saint-Martin-en-Haut, pas très très loin de Lyon. Ça va toujours bien, Christophe ? Ah oui, très content d'être ici, très content d'être ici. Qu'est-ce qui vous a donné envie de nous rejoindre d'ailleurs ? C'est votre bonne humeur et puis aussi l'ami Jean-Luc. L'ami Jean-Luc. Quelle est la dernière voiture, parce qu'on va parler de l'essai de la semaine dans quelques instants, quelle est la dernière voiture que vous avez adoré essayer et pourquoi ? Je dirais la Mégane E-Tech. Le comportement routier, les accélérations, l'autonomie aussi. C'est la première Renault qui a autant d'autonomie finalement. Électrique. Et puis la dernière chose, c'est l'écran qui est fait par Google, même si Google peut être critiqué, mais quand même c'est hyper réactif. Ils savent un peu faire dans l'informatique. C'est une petite start-up qui a de l'avenir, je pense. Alors ça, c'était le coup de cœur de Christophe et l'essai de la semaine. L'essai de la semaine, alors c'est pas de chance qu'on parle de la Renault Mégane E-Tech, parce que la Citroën IC4X est pas vraiment tout à fait concurrente parce qu'elle est dans une catégorie de prix légèrement inférieure, mais elle va beaucoup souffrir justement de la comparaison avec cette Renault. Et pour ceux qui nous regardent sur Sud Radio, la page Facebook, Bastien nous met les images que vous avez faites pour nous. Voilà, puis il y a l'essai complet d'ailleurs sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Alors c'est un véhicule un peu singulier, cette Citroën IC4 CX 4X Pardon, non, c'est pas facile. Je vais pas y arriver. Hein. Bon, singulier parce que d'abord, dans tous les pays qui ne bordent pas la Méditerranée, c'est-à-dire les pays du Nord, et on ajoute le Portugal, cette voiture ne sera disponible que dans sa version électrique. Elle existe en essence et en diesel dans les autres pays, France compris. Alors, c'est singulier aussi esthétiquement. Pourquoi ? Parce que c'est une C4 avec une malle arrière et une garde au sol surélevée, 15 cm 6 de garde au sol. Citroën a mis des grandes roues, des arches de roues et des bas de caisse noires pour donner un petit côté SUV à la voiture. Moi, je suis pas un grand fan. Hein. La voiture a surtout été rallongée de 24 cm. Elle fait 4,60 m de long, donc c'est long, avec cette malle arrière en porte-à-faux. C'est un peu torturé à mon goût. L'avantage, c'est qu'on a un grand coffre, 510 litres, mais il n'y a pas de haillons. On peut basculer en revanche les dossiers des sièges arrière. Bon, avec 24 cm de plus, on se dit qu'on va avoir l'espace d'une limousine à l'arrière. C'est vaste, mais pas plus qu'une C4, qui était bonne dans la catégorie, car l'empattement reste le même. À l'avant, en revanche, je m'attendais à mieux
au niveau du siège. Sur la finition haute que j'avais sur ma voiture d'essai, il y a normalement des sièges, ce qu'on appelle Advanced Comfort chez Citroën, c'est-à-dire avec un rembourrage plus épais de 15 mm. Et puis, en fait, certaines allemandes offrent une assise plus moelleuse, et ça, c'est dommage. En plus, le maintien latéral est mauvais, et puis on a un faux cuir qui fait cheap. Il faut absolument préférer les sièges en tissu Alcantara. Bon, la planche de bord est intégralement reprise de la C4, c'est un peu austère, surtout en ce qui concerne l'affichage des compteurs minimaliste. Heureusement, sur les finitions haut de gamme, il y a un affichage tête haute qui compense un peu ça. Il y a quelques rangements malins, un tiroir qui peut contenir une tablette qu'on peut fixer sur le côté droit du tableau de bord. Bon, signalons que la voiture est équipée d'une pompe à chaleur, puisque 50% de l'autonomie d'une voiture électrique peut diminuer quand il fait vraiment froid. Donc la pompe à chaleur, c'est vraiment efficace. Le système multimédia est repris de la C5X. Il est plus réactif que les précédentes générations. Et là, si on compare à la Mégane E-Tech dont on vient de parler, c'est nettement moins bien. Bon, on peut sélectionner 3 modes de conduite. Sport, normal, éco. À noter qu'on a la pleine puissance que sur le mode sport. Sur beaucoup de voitures électriques avec des motorisations très généreuses, ça n'est pas franchement important. Mais ici, ça compte. Je vous explique pourquoi. Ça compte parce que cette grande voiture, en fait, elle a la base de la Peugeot 208. Eh oui. Donc, c'est le même moteur que la i208. C'est un moteur électrique synchrone et aimant permanent qui développe, entre guillemets, seulement 136 chevaux et 260 Nm de couple à partir de 3000 tours. Bon, dès les premiers tours de roue, alors là, en revanche, on est séduit par le confort de suspension. C'est les fameuses double butées hydrauliques progressives de Citroën. Je ne vais pas vous expliquer là comment ça fonctionne. Juste, on a les images. J'ai testé une rue avec un ralentisseur tous les 100 mètres. Et oui, ça existe. Et en passant à 30 km/h, on ne sent pas du tout les ralentisseurs. C'est vraiment exceptionnel. La contrepartie, c'est que le châssis est assez peu dynamique et la voiture prend pas mal de roulis en virage. Le poids se fait sentir à ce moment-là, 1600 kg. C'est aussi le cas dans les accélérations, où pour un moteur électrique, les chronos sont un peu justes. On fait 0 à 100 en 10 secondes. On parlait de la Mégane tout à l'heure, elle expédie l'exercice avec 3 secondes de moins. Donc franchement, c'est un peu mou. Vu le caractère placide de la motorisation, on se dit que la conso va être très faible. Eh ben, c'est pas tout à fait le cas. On a essayé la voiture en Espagne. Sur l'autoroute, c'est limité à 120 km/h. À 120 km/h, j'ai consommé en moyenne 21 kWh au 100. Alors on peut se dire ouais, c'est pas mauvais, mais une Tesla beaucoup plus puissante fait à peu près la même consommation. Et pourquoi ? Parce que j'arrive pas à le dire, un IC4X est pas super aérodynamique. Elle a un CX de 0,27, il est moins bon que celui de la C4. Et ça, sur l'autoroute, c'est 60% de la consommation sur autoroute, la résistance à l'air. Donc ça compte. Alors avec en plus une petite batterie, 46 kWh utile, sur autoroute, on fera réellement 150 km entre 2 arrêts. C'est pas bon pour une familiale. Et puis, quand on roule à rythme raisonnable, j'ai consommé 17,6 kWh au 100, ça fait 250 km d'autonomie. On est loin des 360 km annoncés par Citroën en cycle WLTP. En revanche, on peut recharger, 7 kW la puissance de base du chargeur, 11 kW en option, on a intérêt à prendre 11 kW. Charge rapide, 100 kW, il y en a qui font mieux. On parlait de la Mégane E-Tech, elle fait mieux. Mais Citroën nous dit, on a une vitesse de charge moyenne de 77 kW entre 10 et 80%, et ça c'est plutôt pas mal. Alors les tarifs, 41 900 € pour le prix de base, 45 200 € pour mon modèle d'essai. Je vais tout de suite vous dire, c'est 10 000 € plus cher qu'une MG4 qui est beaucoup plus puissante, avec une batterie plus grosse, bon certes moins confortable. Donc c'est réellement une voiture qu'on achètera pour son confort, et sorti de ça, je vois pas d'autres avantages. Mais vous avez même dit carrément, on en parlait, que pour vous... Je vois pas à qui elle s'adresse cette voiture. Parce que c'est une familiale. C'est presque une erreur en fait. Oui, c'est une erreur. C'est une erreur de casting. Oui, parce qu'un véhicule de 4,60 m de long, c'est en aucun cas une voiture qu'on va utiliser en ville. C'est beaucoup trop grand. Elle est jolie, ceci dit. Moi, là, sur la couleur blanche, ça va, mais il y a certains coloris. Moi, je trouve que c'est un peu déséquilibré. Mais bon, ça, c'est une affaire de goût. Mais je ne vois pas à qui ils vont vendre cette voiture. C'est ça mon problème. Vous l'avez compris, la Citroën IC4X, d'un seul coup, sans me reprendre, de laisser de la vie.
Jean-Luc, c'est pas son coup de cœur, mais en tout cas, ça vaut le coup d'exister. Allez, dans quelques instants, la voiture et l'environnement, on va vous proposer d'en savoir un peu plus sur l'Europe, qui pourrait mettre fin à sa dépendance aux cellules de batterie lithium chinoises lithium-ion d'ici 2027. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Avec Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Rendez-vous sur biomotors.fr. Et puis à 11h50, on vous proposera un rendez-vous sur les ventes RM Sotheby au Carrousel du Louvre. Mais tout de suite, on parle d'environnement. Back to Car, première marque de pièces issues de l'économie circulaire, présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et on accueille tout de suite Gilles Moreau, qui est directeur de l'innovation et cofondateur de Verkor. Bonjour Monsieur Moreau. Bonjour Gilles, bonjour tonton Gilles. Bonjour, il y a plusieurs Moreau aujourd'hui. Alors pourquoi Verkor d'abord, Kesako? Verkor, c'est une entreprise... Vous m'entendez? Oui, très bien. Non mais donc voilà, Verkor, on est une entreprise qui a pour but de fabriquer des cellules de batterie lithium-ion, donc comme vous le disiez, en France. On travaille depuis Grenoble sur notre partie plus R&D et on travaille à monter la Gigafactory, donc l'usine de batterie à Dakar. Gilles, que nous avons rencontré pendant... Alors on n'a pas rencontré Gilles, on a rencontré un autre cofondateur la semaine dernière sur le trophée Andros, sur le e-trophée Andros, donc puisque c'est un trophée et voilà, et électrique. Et donc cette semaine ça tombait bien parce qu'il y a eu beaucoup d'actualités dans le monde des batteries en Europe. Il y a eu, alors c'est un de vos concurrents chinois, CATL, qui a ouvert une Gigafactory en Europe. On a eu des communications de la part de Peugeot, on a eu des communications de la part de Stellantis qui nous annoncent des nouvelles technologies de batterie. Alors aujourd'hui, la dépendance, parce qu'à chaque fois qu'on parle de voitures électriques, quand on parle des cellules, en très grande majorité, c'est des cellules qui sont, alors pas forcément chinoises, mais c'est le sud-est asiatique. C'est les Chinois, les Japonais ou les Sud-Coréens. Ça représente quoi aujourd'hui? Si j'achète une voiture électrique, quelle chance j'ai d'avoir des cellules qui viennent de là-bas? Vous avez quasiment 100% de chance, à part les Tesla qui peuvent avoir des batteries qui viennent des États-Unis, et encore ils en vendent pas tellement en Europe. Sinon vous avez quasiment 100% de chance d'avoir des cellules qui viennent en effet beaucoup de Corée, Samsung, LG ou bien de Chine, de Chine, voilà. En Europe, on a beaucoup des cellules qui viennent de fabricants coréens, mais qui peuvent les fabriquer soit en Pologne, soit en Hongrie. D'accord. Et puis, il y a des premiers constructeurs, Northvolt, qui démarrent leur construction, donc qui sont pour le coup des constructeurs européens. D'accord. Alors, il y a un rapport de transport et environnement de cette semaine aussi, donc on est vraiment dans l'actu, qui dit en 2027, on pourrait avoir 100% de cellules de batterie fabriquées en Europe. C'est possible ou pas ça? Ça paraît complètement dingue de passer de 0 aujourd'hui à 100% 2027, c'est demain, hein? Ah oui. Alors c'est possible, mais le sous-titre il est très clair, c'est que pour ça il faut une politique très volontariste de l'Europe. Ce qui se passe, c'est qu'on a des gens comme nous ou Northvolt ou ACC, qui sont aussi des Français, qui ont beaucoup travaillé pour mettre en place la chaîne de valeur complète sur le sol européen. Nos collègues d'ACC, ils annoncent presque 300 gigawattheures de fabrication sur le sol européen. Nous, on va vers 60 d'ici 2030. Ça représente combien de voitures? Parce que là, ma mère, elle est perdue. Vous dites 300 gigawatts, ça y est, on est tous dans les choux. Il n'y a pas que ta maman, voilà ce que j'allais dire. Même moi, je m'y perds, mais 50 gigawattheures, ça représente à peu près 1 million de véhicules. Ah oui. Donc quand nos collègues annoncent 300 gigawattheures, donc voilà, ça fait presque 6 millions de véhicules. Donc c'est pas seulement pour l'Europe, c'est pas seulement pour la France, parce que la France c'est 2 millions de véhicules an. Donc là, quand ACC annonce ça, et c'est une entreprise française, ils sont à 5 fois plus. Nous, on travaille sur les ordres de grandeur qui représenteraient 1 million et demi de véhicules à horizon 2030. D'accord. Ah ouais. Néanmoins, c'est important parce que c'est vraiment le sous-titre du transport et environnement. Aujourd'hui, tout ça, ça reste compliqué. On a besoin du soutien de l'Europe, en particulier parce que en Chine
et depuis récemment moins de 6 mois aux États-Unis avec l'Inflation Reduction Act, on a un protectionnisme, on va le dire. Voilà, exactement, un protectionnisme, une course à cette fabrication de batteries qui n'est pas complètement au même niveau pour tous. Disons qu'on n'a pas tous les mêmes avantages dans cette course. Vous voudriez, on va le dire clairement, est-ce que ça vous séduirait que les bonus écologiques, par exemple, ne soient accordés qu'à des voitures qui auraient des batteries fabriquées en Europe? Ça serait frapper du bon sens. C'est ce que font les Américains, en fait. Exactement, c'est ce que font les Américains. Alors après, évidemment, il y a donc des subventions. Ce que font les Américains, finalement, c'est tout simple, c'est des subventions. Ils ont mis en place, en quelques mots, ils peuvent aider une gigafactory qui se lance à hauteur de 30% de son investissement, ce qui est énorme sur des usines qui valent 1 milliard, 1,5 milliard. On tombe tout de suite dans plusieurs centaines de millions d'euros de subventions. Il y a en effet des aides sur l'achat de véhicules américains. Et puis, ils soutiennent aussi en amenant de l'énergie. Donc tout ça, c'est beaucoup d'argent public. Nous, on n'est pas forcément à vouloir dépenser l'argent des contribuables pour une industrie, même si c'est une industrie importante. Par contre, il y a des tas de choses à faire, en fait. Donc ces subventions sont très importantes, mais on pourrait aussi avoir des aides sur l'énergie. Concrètement, l'usine Vercors, elle produira ses premières batteries quand? Alors l'usine, elle produira ses premières batteries en 2025 pour le groupe Renault. Donc ça y est, c'est signé, ça. C'est signé. Et vous avez une commande de combien? Avec des technologies qui seront meilleures que celles qu'on a aujourd'hui? Alors on est sur des technologies qui sont assez classiques. Par contre, nous on travaille beaucoup sur la production pour réussir à avoir une production qui soit très compétitive. Mais donc on avec est sur peut-être des coûts inférieurs même. Et sur quel type de véhicule vous avez les contrats là? Toutes les voitures électriques de Renault? Nous on travaille sur les Alpines. D'accord. On travaille sur les hauts de gamme de Renault. Et quid de la... Oui, pardon. Non, je pensais. Et quid de la réutilisation de ces batteries une fois? Vous faites le service après-vente derrière? On travaille beaucoup sur le recyclage, en effet. Donc ça fait partie d'une volonté d'avoir l'Europe qui pourrait être autonome. On n'a pas beaucoup de mines, par contre, on a beaucoup de matériaux dans nos batteries fin de vie, aussi dans les déchets de production dans lesquels on pourrait récupérer pas mal de matière. Donc évidemment, on aura toujours besoin de mines. Il y a des mines très intéressantes qui sont en montage en Europe, en Finlande, même en France sur le lithium. Sur le lithium, on a Imerys qui... la France pourrait devenir d'ailleurs le premier producteur européen de lithium et un des plus gros producteurs mondiaux. Donc ça, c'est en développement. J'imagine que le sourcing des matières premières, pour vous, c'est aussi un gros sujet. Ah oui. Parce qu'on dit fabriquer les batteries en Europe, mais il ne faut pas importer les matières premières de l'étranger. C'est un énorme sujet et c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on travaille sur l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est bien ça et c'est bien toute cette chaîne de valeur qu'il faut protéger et le rapport de transport et environnement là-dessus, il tire un signal d'alarme ou en tout cas il rappelle l'importance d'aider cette filière. Et on travaille d'ailleurs pas que sur les matières premières, il y a aussi tout ce qui va être équipementier. On travaille sur une école de la batterie pour pouvoir former les talents de demain et accompagner les gens qui devront nécessairement changer de métier sur ces sujets. Donc on travaille sur tout ça. Voilà. Bon, mais super. On aura l'occasion de vous avoir avec nous, je pense, de nombreuses fois encore. Une boîte française. Pour parler de tout ça. La prochaine fois, on parlera de la techno des batteries. Exactement. Voilà, on rentrera dans le dur. Gilles Moreau, rien à voir avec JLM de Paris, directeur de l'innovation et cofondateur de Vercors. Une société française donc qui va produire des batteries. Et qui est située en France, à Grenoble, pour le plus grand bonheur de notre réalisateur. Qui sera dans le Nord. L'usine sera dans le Nord, Gilles. Oui, tout à fait, à Dunkerque. En tout cas, Vercors est une jeune start-up de Grenoble. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À suivre, on va parler de RM Sotheby qui va proposer une vente la semaine prochaine au Carrousel du Louvre. On vous en dit plus dans quelques instants. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et nous sommes à quelques jours seulement de l'ouverture du fameux Rétromobile, rendez-vous des passionnés des voitures de collection, mais pas que, qui va se tenir à partir de la semaine prochaine à Paris. Ouais, c'est la Collection Fashion Week. J'adore la Collection Fashion Week, ça fait bien. C'est bien, j'aime bien. Bah oui, j'aime bien le nom. Paris.
Allez, on va accueillir tout de suite Benjamin Arnault, qui est directeur des ventes de RM Sotheby's, parce que c'est la première vente qui va avoir lieu dans le cadre de ce prestigieux cadre du Carrousel du Louvre. Bonjour Benjamin Arnault. Bonjour Laurence, bonjour Luc. Bonjour Benjamin. Bonjour à tous les éditeurs. Bonjour, bonjour. Alors c'est vous qui ouvrez le festival des ventes aux enchères. Il y en a 3, je vais citer vos concurrents. Il y a Bonhams qui, juste derrière vous, fera une vente. Et puis il y a Arcurial qui fait la traditionnelle vente sur le salon Rétromobile. Ça sera 2 jours, il y a des choses exceptionnelles. Beaucoup de place. On risque d'ailleurs de battre un record du monde d'enchères avec une Ferrari 250 LM. Mais ça, on en parlera évidemment la semaine prochaine, puisqu'on aura une émission qui sera intégralement consacré à Rétromobile en direct de Rétromobile. Mais d'ici là, si vous avez un petit peu d'argent à dépenser, on vous invite à aller à la vente RM Sotheby's. Donc, alors, Carrousel du Louvre, on peut voir les voitures sur place. Comment ça se passe, Benjamin? Et quel est le catalogue? Et bien sûr, alors je vais essayer de vous répondre le plus précisément possible et en tout cas inviter tous ceux qui sont intéressés par l'automobile de collection à venir nous voir bien sûr. C'est vrai que Paris est la capitale là de l'automobile ancienne pour la semaine, la capitale européenne incontestablement, et donc nous avons la chance à Sotheby's d'être les premiers à faire notre vente donc dans ce cadre prestigieux que sont les salles du Carrousel du Louvre. On va présenter 87 voitures. Cette vente aura lieu donc mercredi prochain. C'est facile à retenir, c'est le 1er février à 16h. Et nous allons exposer ces voitures donc dès mardi de 10h à 20h. Vous pouvez évidemment venir consulter évidemment les catalogues et puis bien entendu regarder les voitures. Et puis donc le 1er, la journée donc d'exposition démarrera aussi à 10h jusqu'à 15h. C'est une journée qui est plutôt réservée aux enchérisseurs, donc ceux qui sont enregistrés avec l'intention évidemment d'enchérir. Il y a un catalogue donc assez varié. On couvre 110 ans d'automobile, d'Hispano Suiza à la Bugatti Chiron Profil. Donc vraiment toutes les histoires fantastiques à la fois sportives, luxueuses et toutes les époques automobiles. Alors il y a assez peu de voitures françaises quand même dans la vente, c'est bizarre. Il y a beaucoup de Ferrari, hein. Oui, il y a toujours beaucoup de Ferrari, mais là il y a assez peu de voitures françaises. Quoi qu'il y en a une, moi, qui me plaît bien, si ça vous dit pour un cadeau de Noël, il y a une Bugatti Type 55, alors qui n'est pas une vraie Type 55, c'est marrant ça quand même. Il reste 11 mois pour faire ma cagnotte là, merci. Merci l'ami Jean-Luc. Non, mais elle est estimée qu'entre 1,8 million et 2,2 millions, mais en l'occurrence c'est une marque extraordinaire Bugatti. D'ailleurs, ce n'est pas la seule Bugatti que nous allons avoir à la vente, puisque nous allons avoir effectivement ce Type 55 carrossé en fait dans le style de Jean Bugatti, c'est-à-dire que le châssis est intéressant parce que c'est effectivement une voiture authentique, mais comme beaucoup de Bugatti, elles ont connu des vies à la fois en course, puis ensuite elles ont été parfois désassemblées puis réassemblées. Donc, mais celle-ci a une histoire qui a été retracée, donc est intéressante. Et c'est vrai que ça fait partie Bugatti de ces marques absolument fantastiques, évidemment toujours vivantes, puisque on peut avoir cette Type 55 de 1932 et puis cette Bugatti Chiron Profilé de 2022 qui est la dernière Chiron produite et qui est donc finalement aussi un point d'orgue à ce modèle emblématique. Et l'ami Jean-Luc, la McLaren aussi. Oui, non, mais il y a plein de choses qui me plaisent. Il y a deux Lamborghini Murat, tiens, à mettre dans ma liste de cadeaux pour mon anniversaire. C'est marrant parce que vous n'êtes pas un homme qui a du goût du tout, vous. Hein. J'espère que vous avez beaucoup d'amis parce qu'il va falloir quand même peut-être éventuellement faire une grosse cagnotte. Non, mais bizarrement, il y en a une qui normalement devrait être beaucoup plus chère et qui est moins chère dans les Murat. Alors, il y en a une qui est complètement d'origine et l'autre a été modifiée. On parlait de la modification de carrosserie sur la Bugatti 55, mais ça a été... on peut considérer ça comme du tuning sur les voitures anciennes. Je sais que le mot est horrible. Non, parce que c'est vrai que tuning, ça c'est souvent apparenté à des modifications qui ne sont pas forcément gracieuses, avec surtout des augmentations de volume qui donnent ce caractère plus bestial. Mais en l'espèce, là, on est plutôt sur un hommage rendu à la IOTA Specification, c'est-à-dire ça s'écrit Jota, mais ça se prononce Iota, qui était finalement ce travail. C'est pas Rota plutôt, non? Avec un J. On dit Iota. Iota, d'accord. Iota, voilà. Et c'est finalement cette voiture, donc qui est née Lamborghini Murat standard, qui était rouge d'origine avec la climatisation, a été transformée, reproduit son histoire par un ancien propriétaire, avec dans le but de faire un clin d'œil à cette fameuse Murat Iota développée par Bob Wallace à l'époque, et le but étant de rendre hommage à ce travail en travaillant justement à la modification de la voiture et en la rendant proche justement de cet exemplaire à l'époque. Alors,
c'est un travail qui est très intéressant, qui a coûté beaucoup d'argent, qui est bien fait. Après, on peut se dire qu'on préfère une Miura absolument dans sa configuration d'origine, mais l'exercice de style est en tout cas très intéressant et peut tout à fait séduire les collectionneurs. Estimation vite fait, là, ça sera... L'estimation de cette voiture est entre 900 et 1 million d'euros. Oui, bon, d'accord, ok. Alors on a plein de grandes marques, mais on a quand même des choses un peu rares. Oui, alors il y a un truc très rigolo. Ah oui, on va même demander... non, la Fairvest Ranger 4x4 de 1970. Et on va demander... Alors Fairvest, F-E-R-V-E-S, et on va demander à notre très cher réalisateur d'essayer de nous trouver une image pour l'illustrer, parce que on dirait la voiture de Roch et Gravillon, en fait. Alors c'est très amusant, effectivement. C'est une voiture qui a un design très original, en ce sens qu'on la voit quasiment jamais. Et pour cause, en fait, il y aurait eu à peu près 600 exemplaires produits de cette voiture conçue par monsieur Carlo Ferrari. Comme quoi Ferrari est un nom qui rend souvent hommage à l'automobile. Et donc cette voiture était en grande partie conçue en utilisant des pièces de Fiat 500 et de Fiat 600. C'est moche, hein, excusez-moi. C'est une toute petite voiture. C'est laid, mais c'est d'une laideur. Comment on a pu faire ça? Non, c'est pas. Non, c'est pas laid. C'est pas laid. Non, c'est pas laid. Ah si, moi je trouve moins ça moche qu'un multiplat quand même. J'ai le droit de dire que je la trouve très laide. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, elle offrait des capacités de franchissement qui étaient finalement. Ah voilà, regardez, on a la jolie image. Non mais là, elle est décapotée. Là, notre ami Bastien, le réalisateur, a mis une image décapotée, donc du coup, elle est un peu plus jolie que capotée. Vite, parce que malheureusement, on va avoir l'info qui revient dans quelques instants. Christophe, là, les ventes aux enchères, comme ça, il y a une voiture qu'est-ce qui vous séduirait, tiens. Alors, moi, j'ai la... Non. J'ai la mienne, moi. J'ai ma voiture déjà. C'est quoi? C'est une Clio F Intime, Clio 3 phase 1 F Intime numérotée. Bon, c'est pas encore dans les ventes aux enchères. Benjamin a un client pour une prochaine vente. Voilà. Bien sûr, c'est un Youngtimer en devenir, évidemment. Il faut conserver cette voiture. Benjamin Arnaud, directeur des ventes France RM Sotheby, était avec nous ce matin dans Parle Auto pour la vente qui va donc se dérouler mercredi prochain, si je ne dis pas de bêtises. Le 1er février à 16h. Voilà, le 1er février à 16h et on peut aller voir les voitures dès la veille. Exactement, et consultable évidemment sur le site rmsotheby's.com. Et bien exactement, président fondateur de Cars Héritage. Merci beaucoup Benjamin Arnaud d'avoir été sur Sud Radio. Au revoir. Allez, à suivre le retour de l'info et vous au 0826 300 300, une question à poser. On vous attend, l'ami Jean-Luc est tout oui. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Les deuxième heure avec l'ami Jean-Luc. Et attention, il y aura évidemment beaucoup d'amis dans cette émission. L'ami François Alain de Paris sera avec nous avec un joli rendez-vous, Jean-Luc. Avec un record de vitesse sur une autoroute allemande. Alors François aime bien dire Deutsche Qualität. On verra tout à l'heure qu'effectivement, ce jour-là, le 28 janvier 1938, c'était Deutsche Qualität, mais pas que. Ça a été aussi dramatique pour Auto Union, puisque Mercedes a réussi un record et Auto Union elle a loupé le passage sous un pont et poum. Voilà, on aura évidemment d'autres rendez-vous. Quels sont les secrets de Toyota pour traverser la crise? On recevra Franck Marotte, qui est président directeur général de Toyota France. Il y aura évidemment d'autres rendez-vous. Et puis, si vous arrivez à l'écoute de Sud Radio à ce moment et de On parle auto aujourd'hui à 12h04, vous allez avoir la parole dans quelques instants en faisant le 0826 300 300. Mais nous avons mis en place le plaisir d'accueillir nos auditeurs, un par émission dans la mesure du possible. C'est Christophe qui nous rejoint de la belle région au-dessus de Lyon, 800 mètres d'altitude le village, c'est ça? Oui, c'est ça, sous la neige en ce moment depuis 2 semaines. Ouais. Et on écoute d'ailleurs Sud Radio en DAB+, là-bas, à Saint-Martin-le-Haut, à passionné de voiture. Passionné de voiture, ouais. Depuis tout petit. Ouais. Vous faisiez quoi comme métier? Eh ben, l'automobile. Ça ne s'invente pas. Des questions d'ailleurs, vous en aurez peut-être à poser si vous en avez une avant 13h. Il ne faut pas hésiter à la poser, Christophe. Mais c'est tout de suite Geneviève que l'on accueille qui a composé le 0826 300 300. Bonjour Geneviève. Bonjour à tous. Bonjour Geneviève. Et de la Haute-Savoie également. De la Haute-Savoie, près d'Annecy, entre Annecy et Aix-les-Bains. Très bien. Vous avez un problème sur votre Peugeot 308, avez-vous dit à Jordan, notre standardiste, ce matin. On vous écoute.
Donc voilà, donc elle a été en réparation fin d'année et après, quelques temps après, en mettant la voiture en route, donc j'avais un défaut de moteur, réparer votre véhicule, mais pas à chaque démarrage. Donc voilà, le temps a passé et on a fini par l'emmener chez le garagiste et ils ont fait un tas de tests sans trouver de fuite, je dirais, autour du moteur. Et par contre, ils disent peut-être que c'est un problème d'étanchéité du moteur. Donc, alors c'est quoi comme moteur? Parce que vous nous dites une Peugeot 308, mais c'est quoi? C'est un moteur à charbon? C'est... Oula, alors là, c'est très non, c'est technique, essence ou diesel? C'est diesel, voilà. Diesel. Et donc, du coup, apparemment, ça serait un sujet que vous auriez déjà abordé une fois dans une émission et que vous auriez trouvé... Alors clairement, la panne se matérialise comment? Elle fait quoi, la voiture? Eh bien, c'est juste un message. Juste un message. Sur le tableau. Elle marche normalement. Elle marche normalement. Et après, il y a juste que le vase de liquide refroidissement qui descend, qui baisse. Et il remonte après ou il fait que descendre? Non, c'est-à-dire qu'il faut compléter. Hein. Nous, on met d'accord, donc elle mange du liquide de refroidissement. Et vous avez un message qui s'affiche au tableau de bord. Il met défaut moteur, réparer votre véhicule, c'est ça, hein? Voilà, c'est ça. Et il n'y a pas de fuite? Et non, parce qu'on a beau poser un carton par terre, on ne voit pas de fuite par terre. Donc le moteur mange de l'eau, lui. Oui, alors il y a plusieurs façons de le manger. Est-ce qu'elle fume blanc ou pas, votre voiture? Alors là, je la conduis et là je ne regarde pas. Faut regarder derrière parce que alors. Si elle fumait blanc, ça pourrait être un joint de culasse, mais elle a chauffé votre auto ou pas? Moi, je crois pas à ça. Non. Moi, je crois plus après à une culasse poreuse qui laisserait passer le liquide de refroidissement, même quand la voiture ne roule pas. Est-ce que vous vérifiez de temps en temps le niveau d'huile? Ça c'est mon mari qui regarde ça. Il va falloir qu'il s'y colle. Là va falloir qu'il s'y mette. Donc vérifiez le niveau d'huile. Vérifiez que dans l'huile il n'y a pas ce qu'on appelle de la mayonnaise, parce que quand on met de l'eau dans l'huile, après ça fait un truc, truc blanc, ça fait de la mayonnaise. Moi j'ai eu une culasse fracturée sur ma première Honda que j'avais achetée, ma Prélude. Donc mayonnaise dans la culasse. Ça peut être ça, mais votre garagiste il aurait dû vérifier ça. C'est ça que je comprends pas. Elle a passé une semaine en contrôle. Ils ont rien trouvé. Non, mais alors en contrôle, non, parce que aujourd'hui le problème des garagistes modernes, c'est que vous leur amenez une voiture pour une panne. Alors vous avez un message d'erreur qui s'affiche, donc ils branchent la valise dessus. S'il y a une fissure dans la culasse, il n'y a aucun capteur de fissure dans la culasse. Donc ils vont pas trouver l'origine de la panne. Donc il y a un moment, il faut être un peu mécanique et pas que électronique et aller vérifier toutes ces choses-là petit à petit. Donc faut jouer le mécanicien et pas l'informaticien. Donc, est-ce qu'ils ont vérifié ça? C'est ça la vraie question. Ça, je sais pas. Il va peut-être falloir leur. Oui. Alors, vous dites, je remets du liquide de refroidissement, mais à quelle fréquence? À chaque fois que vous roulez avec la voiture? Non, pas forcément à chaque fois. Enfin, c'est même pas le liquide. Hein. Nous, on a mis de l'eau. Hein. On a rempli pour pas que. Alors, de l'eau, c'est tout sauf une bonne idée. Je vous explique pourquoi. Parce que si vous avez une fissure dans la culasse et que vous avez de l'eau dans le circuit de refroidissement, et en plus vous habitez en montagne, il va geler. Alors là, vous êtes sûr que votre moteur, il est mort. D'accord, ok. Alors donc surtout pas de l'eau. Surtout pas d'eau, d'accord. Donc du liquide de refroidissement qui résiste à une température au minimum moins 20 degrés. Mais si vous mettez de l'eau là, si vraiment vous comprenez, imaginez. Alors je prends l'exemple, vous avez une dalle en pierre, il y a une fissure dedans, il pleut, il gèle derrière, tac, la fissure, voilà. Ça casse. Quand l'eau gèle, elle se dilate, et donc si c'est votre cas et que vous avez de l'eau dans le circuit de refroidissement, vous êtes sûr que tout va être foutu. Mais ce qui serait quand même bien, c'est qu'elle ait un super garagiste qui la guide là-bas. Vous voulez pas changer de garage? C'est ça, moi changer de garage. Ils m'ont parlé qu'ils ont fait des contrôles. Je leur fais confiance. C'est leur boulot, moi. Non, mais en plus, alors là, on va être plus juridique. Il a une obligation de résultat, le garagiste. Ça veut dire que vous lui emmenez la voiture, il y a une panne, il vous la rend avec la même panne, non. Alors charge à lui, s'il trouve pas la panne, de faire appel à un sous-traitant qui va être capable de trouver la panne. Oui, j'allais dire, ils ont qu'à appeler. Enfin, pour moi, ils devraient appeler les concessionnaires Peugeot pour voir s'il y a d'autres. Geneviève, il y a des cas comme ça. Sans donner le nom, il est où ce garage? Il est à côté de chez vous? Oui, pas loin de chez nous. Il y a eu des cas sur les moteurs HDI PSA. Il y a eu des cas de culasse justement qui étaient poreuses.
et qui laissait passer le liquide de refroidissement. Il faudrait peut-être mieux aller carrément chez un concessionnaire Peugeot ou un gros spécialiste. Moi, je dirais, je leur conseille qu'ils trouvent, qu'ils fassent venir un technicien Peugeot. Oui, mais ils vont pas vous écouter si c'est pas si c'est pas dans leur intérêt de faire. Ils le feront pas. Allez-vous directement dans un autre garage. Allez dans un autre garage, parce que là, si eux n'ont pas trouvé, vous savez, c'est comme un médecin qui vous dit non, vous avez rien. L'autopsie prouvera que vous avez rien, quoi. Bon, là, votre voiture, à mon avis, elle a une grosse panne, mais attendez pas que le moteur soit foutu pour aller voir quelqu'un d'autre. Voilà, Geneviève. Donc prenez rendez-vous Alors on va prendre un autre rendez-vous chez un concessionnaire. Vous leur expliquez bien qu'elle mange du liquide de refroidissement. Et surtout, avant même de faire ça, moi, je vidangerais le circuit de refroidissement, je remettrais du liquide et pas de l'eau. Parce que s'ils voient qu'il y a de l'eau, vous risquez d'avoir un souci. En plus, ils vont vous dire que c'est de votre faute. Donc faites tout ça. Donc faut faire vidanger le circuit. Vous avez Internet, vous regardez comment on fait. Vous allez trouver sous le radiateur, en général, il y a un bouchon pour vidanger le circuit de refroidissement. Vous le videz comme ça. Ça videra pas tout complètement, mais ça sera déjà beaucoup mieux. Exactement. Et puis faites-vous aider. Il y a plein de gens autour de vous, je suis sûr qu'ils vont connaître. Merci Geneviève, en tout cas, d'avoir fait le 0826 300 300, parce qu'on est là pour ça, pour vous guider, pour vous aider, surtout l'ami Jean-Luc, parce que moi, je ne fais qu'écouter. J'apprends. Allez, dans quelques instants, tout de suite même, on va retrouver notre ami Dominique Stemfel. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Dominique Stemfel, président du syndicat du pneu, bonjour. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Bonjour, avec une question que moi je me pose, mais il n'y a pas que moi qui se pose cette question. Comment les constructeurs choisissent les marques de pneus de première monte ? Comment Citroën va dire tiens, je mets du Michelin. Alors il y a eu une époque quand Citroën appartenait à Michelin, le choix il était vite fait. C'était forcément du Michelin. Mais bon, aujourd'hui, comment ils font ? Alors aujourd'hui, le marché s'est quand même considérablement élargi puisqu'il s'est mondialisé aussi bien pour les constructeurs que pour les manufacturiers. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce ne sont pas des pneus standards qui sont montés en première monte. C'est des pneus spécifiques qui sont développés spécifiquement pour être en parfaite adéquation avec le véhicule. C'est un processus qui est loin de complexe. Il démarre au moment du développement du véhicule, c'est-à-dire 3 ou 4 ans avant la mise sur le marché. Le constructeur donne un cahier des charges extrêmement précis à des manufacturiers. Il y a une 50aine de critères qui sont examinés, mesurés, comparés. Et en plus de ces critères de sécurité et de confort, il y a aussi un critère capital aujourd'hui, c'est celui de la résistance au roulement qui conditionne la consommation. D'accord. Alors quels manufacturiers sont sollicités ? Alors en général, ce sont les manufacturiers historiquement partenaires. Mais les constructeurs, de temps en temps, introduisent un nouveau manufacturier pour challenger les autres. Et c'est un véritable concours. Donc ne sont retenus que ceux qui ont réussi à répondre au cahier des charges. Et pourquoi plusieurs manufacturiers ? Quand on a confiance en un, j'ai cité Citroën et Michelin, on pourrait très bien dire on continue avec eux. D'abord pour vérifier qu'il est bien au niveau et qu'il peut répondre précisément au cahier des charges. Ensuite parce que après la compétition technique, il y a aussi une compétition commerciale. Donc il y a la mise en concurrence. Donc ce qui conditionne les niveaux de prix. Et puis également c'est aussi une sécurité, en tout cas pour les véhicules à grand volume. C'est aussi une sécurité pour sécuriser les approvisionnements, parce que un manufacturier unique ne serait pas à l'abri d'un incendie d'usine, d'un problème géopolitique qui risque de perturber les approvisionnements. Donc en fait là c'est juste une question de sécurité. Oui. Est-ce que les constructeurs privilégient des manufacturiers locaux ? Est-ce que les Allemands mettent des pneus allemands, les Français des pneus français, les Coréens des pneus coréens, les Chinois des pneus chinois, etc. Alors il y a une 50aine d'années, oui, c'était vrai. Aujourd'hui, je vous disais tout à l'heure que le marché s'était mondialisé. Donc en fait, la compétition s'effectue au niveau mondial. Alors il y a un élément qui peut privilégier un manufacturier à proximité, c'est effectivement les délais de livraison et puis également le coût du transport qui peut influer sur le coût définitif du pneumatique. Mais non, on a même vu, Jean-Luc, au mondial de l'automobile, les voitures chinoises, elles étaient avec des pneus Michelin. Elles étaient équipées de pneus Michelin au Continental. Donc ce qui
peut-être permet de rassurer aussi les utilisateurs et les acheteurs éventuels de ces véhicules. Dominique et Jean-Luc, est-ce que par exemple je vais acheter une voiture neuve, je sais pas, je prends n'importe quelle marque, ou chez Mercedes, est-ce que je peux choisir ma marque de pneus? Non, on peut pas. Non. Alors faut le faire changer juste après, quoi. Ouais, faut être pote avec le concessionnaire s'il reçoit plusieurs voitures et qu'il a les pneus que vous voulez, il vous les changera, mais autrement non. On peut pas. Mais très clairement, si le manufacturier a répondu au cahier des charges du constructeur, quelle que soit son origine, le pneumatique est au niveau. Ouais, donc, de la même qualité. Et on n'a pas à avoir peur d'une marque peut-être un peu moins connue. Si elle est montée en première monte par le constructeur, c'est qu'elle est au niveau. Oui. Dominique, alors on va pas parler du prix des pneus de première monte, mais les constructeurs, ils les payent une misère par rapport à ce qu'on les achète nous quand on les remplace. Donc les manufacturiers gagnent pas d'argent à faire du pneu de première monte. Pourquoi ils font ça ? Alors, ils gagnent effectivement très peu d'argent à faire du pneu de première monte, mais l'intérêt pour eux, c'est que lorsque l'utilisateur va remplacer les pneus, dans une grande partie des cas, il remonte des pneumatiques d'origine. Donc en fait, ce qui n'est pas gagné sur la première monte est récupéré lors du remplacement des pneumatiques. Voilà. Et comment on sait si, quand on remplace ces pneus, on a un pneu qui est équivalent à celui qui était en première monte? Il y a des marquages spécifiques. Alors, on en a déjà parlé pour certaines marques premium. Chez Porsche, par exemple, c'est un petit N, je crois. Il y a plein de marques qui référencent les pneus de deuxième monte avec un indice constructeur. Comment savoir ça, si le pneu que je vais changer, il correspond à ce que j'avais en première monte? Alors tout d'abord, sur des véhicules standards, c'est des pneumatiques standards qui peuvent être remontés sans conséquence sur le comportement du véhicule. Lorsqu'il s'agit de véhicules premium ou super premium ou hyper sportifs, effectivement, les marques homologuent des pneumatiques spécifiques. Donc il y a un lettrage qui est spécifique au constructeur. Vous disiez tout à l'heure que c'était N pour Porsche, c'est M pour Mercedes, c'est une étoile pour BMW. C'est un A pour Audi. Donc là, il y a des moyens qui permettent de repérer si le pneumatique est bien destiné au véhicule ou à la marque. D'accord. Bon, ça a une incidence si je mets un pneu quelconque? Bon, sur une Ferrari, oui, sans doute. Hein. C'est clair. Alors légalement, non. On peut monter des pneumatiques standards. Ce qui est important sur le plan légal, c'est d'avoir la dimension, l'indice de charge, l'indice de vitesse d'origine. Par contre, si le manufacturier a créé un pneumatique spécifique pour le véhicule, c'est le pneumatique qui a la meilleure adéquation avec le véhicule et qui répond au mieux au cahier des charges. Donc en fait, on a quand même un risque en montant un pneumatique standard à la place d'un pneumatique marqué constructeur d'avoir une dégradation du comportement. Ben voilà, on a fait le tour avec vous. Dominique Donc schön, Dominique. Président du syndicat du pneu. Et passez un très très bon week-end. J'imagine, sur Rétromobile. Avec bonheur. On se retrouve évidemment sur Rétromobile. La semaine prochaine, en direct la semaine prochaine de Rétromobile. Voilà, puisque l'émission On parle auto sera en direct. Merci messieurs, bon week-end Dominique. Et dans quelques instants, un autre amoureux de la voiture, François Alain, sera avec nous. On va revenir sur ce qui s'est passé le 28 janvier 1938, où Rudolf Caracciola atteignait 432,7 km/h. Allez, on en parle en détail avec François Alain, juste après ça. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. CETEC, leader mondial de la charge batterie, présente Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Et puis nous continuons évidemment à parler passion automobile aussi dans On parle auto sur Sud Radio, toujours avec Christophe qui est venu nous rejoindre. Je vous rappelle que c'est le tout premier auditeur qui est en présentiel avec nous en studio, puisque nous allons vous accueillir comme ça. Ça va? L'émission se passe bien pour vous? Oui, c'est parfait. Vous prenez c'est encore mieux en vrai. Ah ouais, vous avez vu, on est plus beau, hein? Ouais, magnifique. Allez, il y en a un autre qui est très très beau, mais qui est parti se promener du côté du festival de la BD d'Angoulême, et il va nous expliquer pourquoi. Salut François Alain. Bonjour monsieur François. Journaliste et présentateur de Vintage Mécanique, entre autres sur RMC Découverte, et il faut le rappeler, animateur, journaliste préféré des Français dans le milieu de l'automobile. Ouais. Voilà. Alors juste une question perso, vous faites quoi à Angoulême? À Angoulême. Alors j'adore Angoulême parce que j'ai découvert Angoulême à l'occasion des remparts d'Angoulême, qui est une manifestation automobile extraordinaire qui a lieu au mois de septembre. Et Angoulême accueille deux autres très grosses manifestations qui sont le Festival de la BD, bien sûr, et le Festival du film.
Et évidemment, au Festival de la BD, il y a notamment des dessinateurs que nous connaissons bien. Ah oui, qu'on connaît bien, qui, comme Thierry Dubois, Bob Garcia et d'autres, qui évidemment aiment l'automobile aussi. Donc l'automobile fait partie intégrante de certaines BD, évidemment. Et puis Angoulême, c'est aussi le circuit des remparts, messieurs. Oui, mais il vient de le dire avant. Non, mais enfin, elle a Alzheimer. Il faut que Laurence retire ses boules caisses quand elle fait ça. Alors, vous n'avez pas tout à fait tort en même temps. Bon, alors, pourquoi est-ce que j'ai fait appel à François Alain pour nous parler du 28 janvier 1938 Déjà parce qu'il a assisté au record à l'époque. Et ça s'appelle un ami, François. Non, mais on va revenir parce que c'est exactement la date, 28 janvier 1938. 85 ans aujourd'hui. Rudolf Caracciola atteignait, alors je vous laisse le dire, la vitesse. Alors ça roulait déjà vite sur les autoroutes allemandes à l'époque. C'est clair. Il faut juste rappeler quand même d'abord que Jean-Luc était avec moi dans les tribunes. Déjà, on Allez, est là tous les deux. 400. Ça c'est cadeau, c'est pour toi. Tu l'as cherché, Jean-Luc. Voilà. 432,7 km/h. Et ce qui est quand même complètement incroyable, c'est qu'il aura fallu 79 ans pour que ce record soit battu. Racontez-nous cette histoire, les garçons. Alors en fait, François. En gros, voilà. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, évidemment, en Allemagne, on a construit des autobahns, des autoroutes, pour des raisons bien sûr totalement différentes de la version officielle. C'était le chancelier du Reich voulait que son peuple puisse partir en vacances, mais évidemment la vraie raison c'était pas du tout ça, c'était surtout c'était surtout de faire des axes sur lesquels on pouvait faire circuler des chars pour envahir les voisins. Évidemment la vraie raison c'était ça, mais du coup, le gros avantage des autoroutes, puisque c'était le premier pays d'Europe qui avait des vraies grandes autoroutes, c'était que c'était l'endroit idéal pour faire des records de vitesse en ligne droite, évidemment. Et à l'époque, Auto Union, qui sera quelque part la future marque Audi beaucoup plus tard, par regroupement de différentes marques, et la marque Mercedes se tiraient un peu la bourre. À l'époque, c'est Auto Union qui était un petit peu en tête, il faut être clair, et Mercedes, évidemment, veut prendre sa revanche, et donc ils font une voiture pour les records, une voiture ultra profilé, qui a un coefficient de traînée de 0,15 et une longueur totale de plus de 6 mètres. Donc c'est vraiment une voiture faite pour tenir la route à des très très grosses vitesses. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on est il y a 85 ans et on dépassait déjà largement des vitesses peu recommandables aujourd'hui, entre guillemets. Et Rudolf Caracciola, justement, avait déjà battu en 35 un record à plus de 311 km/h. Et là, ils ont mis 2 compresseurs en plus sur la voiture. En fait, la voiture faisait 12 cylindres, 5 litres 6, 736 chevaux. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. On est quand même avant la guerre, c'est quand même extraordinaire. Et donc, la voiture va atteindre effectivement, va faire 2 records à 432 et des poussières, 432,7 pour être précis. Sachant qu'à l'époque, il y avait déjà des Anglais. Les Anglais étaient déjà très forts là-dessus. Oui, ils allaient plus vite, mais avec des moteurs plus gros. Donc, c'était pas dans la même catégorie, en fait. C'était pas la même catégorie. Ils avaient déjà dépassé les 500 km/h. Quelle voiture à l'époque, les Anglais Thunderbolt et puis ensuite Bluebird. Enfin bon, ils ont fait des records de vitesse, mais avec des gros moteurs, alors que là, entre guillemets, c'est des petits moteurs. D'accord. C'est des petits moteurs. 5 litres 6 pour Jean-Luc, c'est de la plaisanterie. C'est sa mobilette, quoi. C'est de la rigolade, c'est de la mobilette. C'est sa trottinette. L'histoire, l'histoire se finit mal parce qu'en fait, donc il y a deux pilotes très célèbres, donc Rudolf Caracciola et puis Rosemeyer, qui est la star allemande aussi de l'époque. Donc Caracciola est lui évidemment pour rouler sur la Mercedes et Rosemeyer sur l'Audi, sur l'Auto Union, pardon. J'ai ma langue à fourcher. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce jour-là, il y avait quand même du vent latéral important. Et c'est Mercedes qui démarre. Donc Caracciola bat son record à 432,7. Et il a la courtoisie des chevaliers de la route. C'est-à-dire qu'il va quand même prévenir Auto Union, son rival. Il va prévenir Rosemeyer. Il va lui dire, fais gaffe parce qu'il y a quand même un vent latéral. Ça peut être dangereux. Et malheureusement, évidemment, Rosemeyer, qui était quand même, il faut pas l'oublier, à l'époque, un pilote très célèbre en Allemagne, va quitter la route, il va heurter une borne, il est éjecté et il meurt quelques instants plus tard. Bon, donc ça a été une catastrophe chez les Allemands, évidemment. Donc les records vont s'arrêter. Et ce qu'il ne faut pas oublier, ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'au même moment, il y avait un certain Ferdinand Porsche, très connu aussi des Allemands parce que c'était un peu l'ingénieur qui a inventé beaucoup de choses à cette époque-là. Ferdinand Porsche vient de se faire, entre guillemets, remercier justement de chez Auto Union et vient de passer chez Mercedes en fin 1937. Bon, il faut dire que
Ferdinand Porsche, évidemment, il était déjà connu avant, puisqu'il avait, c'est lui qui, à la demande du Troisième Reich, avait conçu la coccinelle. La Volkswagen, la coccinelle. Avant, il avait bossé pour Zundap. Zundap, d'ailleurs, ce que peu de monde sait, c'est qu'en fait, ce qu'on va appeler la coccinelle, c'était un projet qu'il avait déjà dans les cartons depuis longtemps. Même pour Mercedes, je crois qu'il avait essayé de le vendre à Mercedes aussi. Voilà, il y a une Mercedes, il y a un projet Mercedes dont un exemplaire d'ailleurs est au musée de Mulhouse, qui ressemble déjà à une coccinelle bien avant la coccinelle. Et Zundap, qui était une marque de moto, avait demandé à Porsche de réfléchir à une voiture. Et la voiture que Porsche va concevoir pour Zundap, c'est déjà les prémices de la future coccinelle. Donc comme quoi, voilà, en fait, l'histoire était déjà engagée bien avant l'arrivée du régime nazi. Ça, c'est un petit détail qu'il faut quand même rappeler et qui était à ce sujet-là. Nécessaire. Mais pour conclure, Porsche va concevoir une voiture de dingue, une voiture qui a aussi un V12, la T80. 44 litres et demi de cylindrée. Ouais, c'est un moteur d'avion en fait, c'est un moteur de Messerschmitt Bf 109. Voilà, c'est un moteur de Messerschmitt 109, 3000 chevaux. Et Laurence, oui, quelle vitesse à votre avis? Ils prévoyaient ils auraient dû battre, si la guerre n'avait pas débuté, ils auraient... Combien? On est à 438 et ils voulaient battre plus que ça, 600, 700. Plus. Ils allaient s'envoler, 800 000. Non, 750 km/h. Voilà. Et en fait, la guerre a stoppé ça, mais au musée Mercedes, il y a encore la carrosserie de l'engin. C'est dingue. Et d'ailleurs, parce que je suis allé voir sur Internet aussi, et merci beaucoup François Alain, il y a plein de vidéos archives comme ça sur ce record du monde. Il y a même une vidéo qui a été colorisée de l'époque, 1938. Donc voilà, c'est assez impressionnant de voir le travail qu'ils ont fait sur le moteur. Bon, Air François, vous serez avec nous la semaine prochaine pendant les 2 heures de l'émission. Ça, c'est la cerise sur le McDo. C'est promis. Je serai rentré d'Angoulême. D'ailleurs, je vais rentrer ce soir. Eh ben super. Et comme ça, je suis à l'heure pour être avec vous en direct. Samedi Salon prochain. Rétromobile, samedi de 11h à 13h, les amis, c'est Alain promis. avec nous dans On Parle Auto, une émission qui sera en direct de Rétromobile, vous l'avez compris. Allez, dans quelques instants, on va recevoir Franck Marotte, président directeur général de Toyota France, qui va nous parler des secrets de Toyota pour traverser la crise actuelle. Salut François, bisous à la Charente. Sud Radio, On Parle Auto, Classic Cars. Avec CETEC, leader mondial de la charge batterie. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, On Parle Auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. 2h33, eh bien nous prenons notre gros dossier actualité et nous allons recevoir Franck Marotte, qui est président directeur général de Toyota France. Bonjour Monsieur Marotte. Bonjour. Bonjour. Et comme on en a encore le temps, car il reste 3-4 jours et qu'on ne vous a pas eu sur le mois de janvier, bonne année à vous et bien évidemment à toutes les équipes de Toyota. Bon alors la bonne année pour Toyota, ça a été fait parce que fin novembre, Toyota, vous me dites si je me trompe, avait produit 8,3 millions de véhicules dans le monde. Vous êtes le premier constructeur mondial et on a le sentiment que vous n'avez pas été touché par la crise des semi-conducteurs. Pourquoi ? Alors, on a été un petit peu touché quand même. Il serait très prétentieux de dire qu'on a complètement échappé à ce problème-là. On a perdu globalement entre 10 et 15% du potentiel commercial que l'on avait et du potentiel, bien sûr, de production. C'est pas rien quand même. C'est pas rien, mais néanmoins, il semblerait que d'autres compétiteurs aient été beaucoup plus affectés. Alors, pourquoi ? J'aurais tendance à dire que d'abord nous sommes réputés auprès de nos fournisseurs de semi-conducteurs pour avoir une grande capacité de planification avec beaucoup de précision. On a également une grande fiabilité historique dans l'intégration de leur production avec les nôtres, ce qu'on appelle le lean management en mauvais français. On est également un partenaire fiable avec l'ensemble des fournisseurs qui nous reconnaissent comme tels, donc probablement que ça nous a aidés. Et puis il y avait un autre sujet également qui affectait les constructeurs et que l'on a réussi à plutôt bien gérer, c'était les problèmes logistiques, parce qu'il n'y avait pas seulement de produire des semi-conducteurs, il fallait aussi les transporter, et il y avait une pénurie de containers, il y avait une pénurie globalement de capacité de logistique, et on a réussi à, semble-t-il, mieux s'en sortir que les autres dans ce domaine-là aussi. Bon, et puis pour parler de la France, vous produisez en France, dans l'usine de Honin, et d'ailleurs, la voiture la plus fabriquée en France, c'est pas une Peugeot, c'est pas une Citroën, c'est pas une Renault, c'est une Toyota. C'est effectivement la Yaris Cross. On en est très fiers. C'est un véhicule que l'on a lancé il y a 1 an et demi et qui est devenu en 2022, avec un peu plus de 150 000 productions, le véhicule le plus produit sur le territoire national.
devant tous les modèles français qui y sont produits. Donc c'est évidemment la preuve que c'est possible. Toyota a investi il y a plus de 20 ans maintenant dans une usine à Valenciennes qui fait une voiture citadine, donc qui sont pas forcément les véhicules avec des grosses marges, c'est pas les véhicules à plus forte rentabilité, donc il est potentiellement encore plus difficile de les fabriquer dans un pays comme la France. Néanmoins, nous y arrivons, c'est possible, et nous le faisons en grande quantité. Le produit rencontre un succès commercial incontestable dans toute l'Europe, et en France en particulier. Mais Franck, Monsieur Marotte, vous qui êtes président, directeur général de Toyota France, c'est un peu évidemment tous les résultats de cette politique que vous avez menée depuis tout le temps, parce qu'on peut dire quand même que Toyota est la marque la plus française des japonaises. Vous avez pénétré... Vous êtes même devant Citroën maintenant. Vous avez vraiment pénétré le client français, enfin la clientèle française. Il y a incontestablement une certaine forme de patriotisme en France dans beaucoup de domaines et qui est renforcée ces dernières années par une vraie volonté presque politique de rapatrier de la production en France. Donc l'image Made in France que l'on a réussi à construire, mais qui est basée sur des faits. On produit effectivement énormément de voitures. On a une des 2 plus grosses usines automobiles sur le territoire national. C'est très porteur. Alors, il n'y a pas que ça, mais ça contribue très fortement à notre image de marque. On est très fiers également cette année d'être devenu non seulement la meilleure marque étrangère en image de marque, mais également d'être passé devant Citroën, constructeur historique français également dans ce domaine-là. Oui. Et c'est sûr que la production en France de véhicules en grande quantité contribue à cela. Bon, c'est bien qu'un constructeur étranger montre aux constructeurs français qu'on peut produire en France, gagner de l'argent et avoir des parts de marché. C'est quand même énorme, quoi. Alors que tout le monde est délocalisé justement dans d'autres. Alors c'est souvent des pays d'Europe, mais ça peut être plus loin. Il y a des voitures qui sont fabriquées en Afrique du Nord, par exemple, alors qu'on peut produire en France et gagner de l'argent. Alors au-delà des véhicules, j'ai vu que vous alliez distribuer aussi en France des vélos cargo. Ça veut dire que Toyota arrête d'être un constructeur automobile purement? Alors, c'est tout à fait cela. On a une stratégie qui a été initiée, qui est globale, qui est mondiale, il y a maintenant quasiment 2 ans, qui consiste à, après être devenu le premier constructeur de voitures au monde, avec régulièrement ces dernières années autour de 10 millions de voitures produites et vendues, de devenir la première société de mobilité au monde. Et la mobilité, on voit bien, quand dans nos villes françaises, dans les zones à faible émission, mais pas que, aussi également en province, que cette mobilité, elle évolue très fortement, avec un certain nombre de moyens de mobilité qui sont autre chose que des voitures. Donc, il est important pour nous, à partir du moment où on a cette ambition, de s'intégrer dans des nouveaux segments de marché avec des nouveaux segments de produits. Et c'est l'ambition que l'on a avec un vélo cargo que l'on va commercialiser dans nos concessions à partir de cet été, de 2023, qui sera bien sûr complètement disponible, en particulier au moment des Jeux Olympiques à Paris en 2024, desquels nous sommes partenaires internationaux. Et on le fait avec un partenaire, là encore français, qui a une usine à Dijon, qui fabrique ses vélos sur le territoire national, qui s'appelle 12 Cycles, qui est un acteur référent des vélos cargo. Tout ça, c'est bien. Ça me paraît joli, excusez-moi, mais on parle vrai sur Sud Radio, mais vous êtes un concessionnaire, vous êtes un fabricant de voitures, non pas de vélos. Moi, je pense aux agents, tout du moins vos concessions, ils vont devoir vendre des vélos. Ils vont devoir s'adapter à une stratégie d'entreprise qui est de devenir prestataire de mobilité pour des clients. Et donc, il y a des attentes nouvelles. Donc, effectivement, c'est un changement de paradigme pour des distributeurs automobiles traditionnels. Mais croyez-moi, on a bien sûr partagé avec eux, et c'est une co-construction, bien sûr avec le producteur, puisque ces vélos sont distribués par Toyota, mais ils sont de la marque 12, donc ils sont fabriqués par un partenaire extérieur. Mais les distributeurs ont été impliqués, on est en train de travailler sur toutes les modalités de cette distribution, de l'entretien, du financement, de l'assurance, parce qu'on a la faiblesse de penser qu'on arrive sur ce marché avec une maturité justement de notre réseau qui va grandement améliorer les services globalement que l'on peut rendre aux consommateurs de vélos cargo. Aujourd'hui, ça reste un marché relativement immature et apporter le professionnalisme, le savoir-faire dans tous les domaines d'un réseau automobile, eh bien, je pense que pour les consommateurs, il y aura un vrai plus, une vraie valeur ajoutée. Et c'est un marché en pleine explosion. Vous nous tiendrez au courant, ce serait bien d'avoir un rendez-vous 6 mois après, mais on verra, mais tout le monde ne va pas rouler en vélo ni en vélo cargo. Il y aura encore des automobiles. Et récemment, il y a eu une conférence où Gilles Pratt, qui est le directeur scientifique de Toyota, a expliqué que Toyota travaillait un petit peu sur toutes les technologies de l'avenir. Elle ne fermait aucune porte, mais il en a fermé quand même une un petit peu quand il a parlé de l'hydrogène, en disant que l'hydrogène, ça sera une solution pour les gros véhicules, mais en aucun cas pour les véhicules particuliers. La question, je vais la poser directement. Ça veut dire que la Mirai va disparaître à moyen terme ?
Alors, ça ne veut pas dire que la Mirai va forcément disparaître. Je crois que ce que Gilles Pratt a exprimé, c'est qu'effectivement, l'hydrogène, par la structure de produits, à savoir il faut des bonbonnes de gaz dans le véhicule. Oui, c'est compliqué. Ouais, donc l'architecture nécessaire, finalement, est très adaptée à des véhicules qui sont relativement volumineux. Alors, ça sera évidemment le cas sur les poids lourds, qui vont très probablement basculer sur cette technologie assez rapidement, les véhicules utilitaires également, et puis des grosses berlines peuvent tout à fait accueillir l'hydrogène. Après, de savoir si ça sera le zéro émission passera par de l'électrique à batterie ou de l'électrique à hydrogène, ou même du thermique à hydrogène, puisque comme vous l'avez sans doute vu, Toyota est en train de faire aussi des tests d'utilisation d'un moteur thermique en remplaçant le pétrole par de l'hydrogène, qui est aussi une solution zéro émission à la fin. Tout ça va évoluer en fonction des coûts, en fonction de la réduction de l'espace nécessaire pour loger ces technologies dans un véhicule. Mais probablement que l'hydrogène gardera une place sur des berlines qui ont. Vous avez vendu combien de Mirai 2 en France? On a vendu 600 Mirai en France. En France. En France. On a aujourd'hui en particulier avec deux sociétés qui ont deux flottes de taxis en région parisienne. Oui, c'est Hype. C'est Hype, voilà. C'est Hype et Isetco. Qui sont assez contents d'ailleurs. Hein. Ils sont plutôt ravis. Qui sont ravis. Alors en l'occurrence, Toyota s'est associé à Air Liquide, à Total Energy et puis à un fonds de pension, un fonds d'investissement, pardon, qui est propriétaire dans une société qui est propriétaire de toutes les infrastructures hydrogène en Île-de-France. Donc toutes les stations hydrogène aujourd'hui disponibles sont propriété de cette société, et ça permet effectivement d'alimenter une flotte de 600 taxis avec un usage très intensif. Et c'est typiquement une activité qui n'est pas compatible, dont le modèle n'est pas compatible avec l'électrique à batterie. Le temps de recharge est une perte de chiffre d'affaires, alors que le temps de recharge en hydrogène, c'est équivalent à ce qu'on a sur du pétrole, de ces 2-3 minutes. C'est pas compatible l'hydrogène, en revanche, avec l'usage de Monsieur Tout le Monde, parce que les stations d'hydrogène sont difficiles à implanter, et puis le bilan global énergétique, moi j'y crois pas pour la voiture de Monsieur Tout le Monde, j'y crois pas depuis toujours. Je vais répéter ce que je dis, j'ai roulé avec ma première voiture à hydrogène en 92, où on me disait dans 10 ans tout le monde roulera à l'hydrogène, et tous les 10 ans on me dit dans 10 ans on roulera à l'hydrogène. Bon, en revanche, on parlait véhicules à batterie. Alors Toyota a un petit peu tardé pour arriver sur le marché des voitures 100% électriques. Là, ça y est, on a entendu justement le fameux Gilles Pratt, la directeur scientifique de Toyota, dire ça y est, la techno est mature, on arrive. Donc il y a un gros programme véhicules électriques à batterie dans le tuyau. Alors, il y a effectivement un gros plan produit avec 30 véhicules électriques à batterie qui seront disponibles en 2030. Ah vache, pardon. Voilà. Donc, c'est facile à retenir, c'est 30 véhicules en 2030. Allez, bam. Donc, ça veut dire un plan produit très ambitieux. Ça signifie que, bien entendu, cette technologie aura une contribution absolument décisive à notre plan de décarbonation, puisque je vous rappelle que en 2030, 100% des Lexus neuves seront zéro émission en Europe. Et en 2035, c'est 100% des Toyota. Et donc l'électrique à batterie va y contribuer avec ce plan produit. Néanmoins, il y aura une phase de transition parce que notre obsession chez Toyota, c'est toujours de respecter l'attendu du consommateur. Vous savez à quel point vous êtes expert de la mobilité, et de la voiture en particulier, à quel point la mobilité reste absolument fondamentale pour monsieur, madame, tout le monde dans son quotidien. Donc il est absolument fondamental pour nous d'accompagner cette transition. Le tout électrique demain matin, ce n'est pas possible pour la majorité des clients. Alors il y a plusieurs paramètres qui expliquent ça. D'abord, il y a des paramètres de disponibilité d'électricité, de disponibilité des recharges en quantité suffisante, de disponibilité de véhicules, mais surtout d'accessibilité prix. Et aujourd'hui, un véhicule électrique à batterie, hors subvention, c'est à peu près 10 000 euros de plus que son équivalent thermique. Donc c'est inaccessible pour une grande majorité des clients. C'est pour ça que même subventionné, eh bien, le marché de l'électrique à batterie aujourd'hui, c'est 11-12% du marché total. Si vous retirez les subventions, c'est sans doute beaucoup moins. Et l'accessibilité prix est incontestablement le sujet le plus clivant pour expliquer que ça ne décolle pas plus rapidement. Donc il faut accompagner. Et de ce point de vue, l'hybride auto-rechargeable, c'est selon nous une vraie solution. Il n'y a pas que nous qui le proposons d'ailleurs. D'autres constructeurs. Oui, d'ailleurs, tout le monde y vient maintenant. Là où, quand la première Prius est sortie en 97, tout le monde rigolait en disant voilà, Toyota, c'est n'importe quoi, c'est du greenwashing et ne gagne pas d'argent. Aujourd'hui, tout le monde y vient. Donc, preuve que c'était la bonne solution en fait. Alors,
Oui, c'était sans doute une solution d'avenir, incontestablement. Nous, on a commencé il y a 25 ans et vous le dites très bien. On était probablement objet de sarcasme à l'époque. Tout le monde y vient, pas avec les mêmes solutions. La solution Toyota, en l'occurrence, elle a le mérite d'avoir une réduction de CO2 entre 25 et 30% selon les modèles. Et ça nous permet d'être le constructeur en Europe qui a le taux d'émission de CO2 le plus faible de tous les constructeurs. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous arrivons avec une technologie qui est très puissante en termes de décarbonation et qui s'adresse au plus grand nombre, puisque le tarif est équivalent à un moteur thermique. Et qui est fiable. Moi, c'est moi qui vais le rajouter, et qui en plus est fiable. Et puis en plus, puisqu'on parle de vélo de cargo, là, c'est sûr qu'en décarbonation, on est nickel. Merci beaucoup. On parlera bientôt de la Prius 5 d'ailleurs. Merci Franck Marotte, donc président directeur général de Toyota France. Et puis encore bravo pour vos résultats, parce que cette année, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se prévaloir d'avoir augmenté leurs ventes. Et au plaisir de suivre l'évolution et l'avenir de Toyota régulièrement dans On parle auto sur Sud Radio. Merci à vous, bon week-end. Merci, très bonne année, bon week-end. Merci. Allez, une pause et puis quelle auto choisir? Vous avez un doute sur la future voiture que vous avez envie d'avoir? N'hésitez pas, appelez l'ami Jean-Luc 0826 300 300 dès maintenant pour lui poser la question et qu'il vous guide sur votre choix. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir? Arrivé dans la dernière partie de On parle auto, quelle auto choisir? 0826 300 300 ou vous nous écrivez je participe @sudradio.fr en mettant On parle auto dans l'objet pour vous aider à choisir votre prochaine voiture. Bonjour Felipe. Oui, bonjour. Bonjour Felipe. Bonjour. C'est un joli prénom. Hein. Vous habitez où Felipe? Dans les Yvelines. Ah, très bien. On écoute Sud Radio sur le 99.9. On vous écoute. Écoutez, voilà, c'était pour changer de voiture, mais donc j'ai déjà acheté la voiture. Ça y est, on va alors. Formidable. Allez, bon week-end. Vous avez acheté quoi? Sous les conseils de Monsieur Jean-Luc, une CT200 Lexus. D'accord. Donc vous avez acheté une Prius 3 plus chic en fait, voilà, avec un petit coffre. Donc vous pouvez pas emmener belle maman avec toutes ses affaires. Non, je peux pas emmener belle maman avec toutes les affaires. Non, mais justement, j'ai une question à vous poser sur le sujet de la batterie. Oui. Donc elle est garantie de 10 ans. Et, est-ce qu'il faut prendre une extension de garantie après les 10 ans ou qu'est-ce que vous préconisez? Alors les garanties 10 ans, et vous avez vu que si vous faites les entretiens réguliers, alors chez Lexus ou Toyota, ça vous prolonge alors jusqu'à 10 ans. Moi je préconise plutôt effectivement de continuer à aller chez les concessionnaires. Voilà. Pourquoi? Parce que la maîtrise du système hybride, eux ils l'ont. Maintenant si vous allez dans le centre auto, à mon avis, ils vont se gratter la tête. Oui, alors l'extension de garantie, est-ce que c'est valable ou pas? Je vous le dis franchement, c'est pas la peine. Pourquoi? Parce que ce système hybride là, qui est donc sur les Prius, alors c'est le 136 chevaux, donc c'est la version d'avant, hein, c'est ce qu'il y a sur les Prius 3, c'est un truc. Je crois qu'il y a des voitures qui ont plus de 500 000 km. Donc, je ne sais pas combien de kilomètres elle a la vôtre, mais ça vous laisse... Elle a 55 000, elle est de janvier 2016 et elle a 55 000 km. Ça vous laisse de la marge. Hein. Même les batteries, au départ on disait au-delà de 10 ans, les batteries, machin, voilà. Moi j'ai un Lexus qui a 17 ans, la batterie est toujours à 84%, je crois. Donc, d'accord. Okay. Donc il n'y a absolument aucun souci à avoir en termes de fiabilité. Hein. Oui, donc c'était sous vos conseils, hein, parce que alors après, vous allez faire le challenge conso, c'est ça. Vous allez apprendre à conduire différemment pour essayer de baisser vos consos. L'objectif là sur la CT200H, c'est 3,8 litres. Ouh, joli. Voilà. Voilà, vous savez où est votre objectif. Moi, je suis passé avec ma petite BM. Ça va être dur. Surtout, c'est ma première automatique, donc à jauger, c'est différent. Complètement. Mais pensez à bien anticiper pour faire du freinage régénératif et non pas du freinage mécanique. Vous avez compris. Je l'explique souvent. On lâche le pied, quoi. On lâche le pied. Mais la position B aussi, non, c'est ça? Alors la position B, la position B, elle va accroître la récupération d'énergie, sauf quand la batterie est pleine, où là, vous allez avoir du vrai frein moteur. C'est-à-dire que le système Synergy Drive permet vous allez avoir le moteur qui va prendre des tours. Bon, il ne consommera pas de carburant, hein, puisque l'injection est coupée, mais il fera du frein moteur comme sur un véhicule classique. Donc B, vous ne consommerez pas moins si vous mettez sur B, si c'est ça la question. Bon, voilà, Philippe.
Bon, Bah, super. écoutez, je vous remercie beaucoup. Et Merci Philippe. Et puis bon choix, à bientôt. À dans 15 ans pour reparler de la voiture, qui ne sera pas usée encore. On vous embrasse et passez un très bon week-end dans les Yvelines. Bon week-end, Merci. au revoir. Question, je veux vous la poser avant de dire au revoir à Christophe qui nous a suivis aujourd'hui. On a Adil sur la page Facebook de Sud Radio. Vous savez que régulièrement, il y a beaucoup d'échanges entre vous. Et Adil nous dit, allez-vous nous parler ça y est, ben voilà, évidemment, j'ai perdu la question. Mais il y a tellement de gens qui réagissent que, hop, ça a sauté. De la réforme du permis de conduire, il semblerait que nous n'ayons plus le permis de conduire à vie. Bon, mais pas du tout. Non, je crois que ce sont des fausses c'est une fake qui se balade sur Internet. Mais Il y en a plein. c'est pas nouveau, hein. Tous les ans, elle tourne cette fausse. Donc, Adil, non. Non, peut-être qu'un jour il y aura une visite médicale qui fait que effectivement votre permis sera remis en cause. Mais donc Adil dit à tous ceux qui vous entourent et qui disent des bêtises que ce n'est pas vrai. On passe aux news de la semaine. Yes. Spectaculaire baisse des prix chez Tesla. Oui, au moment où les constructeurs, même chinois, augmentent parfois de façon conséquente le prix des voitures, avec comme justification, alors il y en a plein, la hausse de l'énergie, des matières premières, du coût du transport, eh bien le constructeur de voitures électriques américain annonce une baisse, tenez-vous bien, 9 500 € pour la série 3 et 11 000 € pour le modèle Y. Ça concerne la France, mais aussi l'Europe, l'Amérique du Nord, la Chine. Précisons que la baisse s'applique aussi sur les modèles déjà commandés, mais pas encore livrés. C'est un beau cadeau, ça. La Tesla 3 démarre donc dans l'Hexagone à 39 990 € et se retrouve de nouveau éligible au bonus. Alors, c'est 5 000 € ou 7 000 € en fonction de vos revenus. Tesla explique cette baisse par l'optimisation des coûts de production. On pourrait ajouter que, vu les bénéfices records faits l'an passé sur chaque modèle, la marque avait une belle marge de manœuvre. Résultat, une hausse de 500% des commandes en Chine, un doublement des commandes en France. Bon, revers de la médaille, il faudra attendre un peu plus longtemps pour prendre livraison de votre voiture. Livraison, et donc chez Peugeot, on aura une livraison parce que le futur sera électrique. Ouais, cette semaine, le constructeur français a en effet présenté ses grandes orientations lors d'une conférence digitale. Ainsi, dès cette année, tous les modèles de la gamme seront électrifiés en 2023. La 308 et la 408 recevront des déclinaisons 100% électriques. Surtout en fin d'année, le nouveau i3008 recevra une plateforme 100% dédiée à la traction électrique. Wow. On note là un virage à 180 degrés du constructeur qui prenait jusqu'à maintenant des plateformes multi-énergie. Bon, parallèlement, Stellantis annonce l'arrivée des batteries solides avec électrolyte solide, anode en lithium pour 2026, c'est demain. Elles permettent de stocker 30% d'énergie supplémentaire pour un poids et un volume équivalent, et je rajouterais même pour un prix inférieur. Et rapidement, pour conclure, une bonne nouvelle si vous travaillez chez Renault. Ah oui, à l'issue des négociations annuelles pour les salaires qui avaient lieu cette semaine, la direction de Renault a proposé un budget en hausse de la masse salariale. C'est 7,5% d'augmentation. Ça signifie un minimum de 110 € par mois. Donc dès que l'émission s'arrête, j'envoie un CV. Exactement. Non, je vous garde avec moi. Merci beaucoup Christophe d'être venu de merci, la belle Christophe. région. Merci pour votre On espère que vous n'avez pas été trop déçu, non? Ah, pas du tout. Bon. Vous êtes pareil en vrai qu'à la radio. Il n'y a pas de raison qu'on change. Bon, il faudra. Alors la semaine prochaine, on est en direct de Rétromobile sur le stand de l'aventure Peugeot Citroën DS. Là, on va y aller. Et puis vous faites comme Christophe, si vous voulez participer à une émission, vous nous envoyez un mail à jeparticipe@sudradio.fr. À suivre, Invino. Et évidemment, ensuite, vous avez rendez-vous avec la 16e journée du Top 14 sur Sud Radio. Bon week-end à tous. Salut mon bavard préféré. Sud Radio, on parle auto. Avec Roule, le club automobile ouvert à tous.